in the madness. The people is giving the damage. L'approche clinique après complication sur une ALR. Lorsqu'une complication après ALR périphérique est suspectée, sa prise en charge initiale et son approche clinique qui est de la première importance. Elle comprend un interrogatoire minutieux, un examen clinique non moins minutieux, qui sont mis en forme par une manière de communiquer avec le patient et par un travail d'équipe. Il faut se rappeler au préalable qu'il existe des personnes chez lesquelles les anesthésiques locaux à longue durée d'action, comme la ropivacaïne, fonctionnent particulièrement longtemps et qui se situent donc à l'extrémité de la courbe de Gauss d'une manière tout à fait normale. Un délai de 72 heures après la réalisation de l'ALR semble raisonnable pour exclure ce phénomène. Première chose, l'interrogatoire. L'interrogatoire est probablement ce qui prendra le plus de temps. Il faudra d'abord rechercher un déficit neurologique préexistant, par l'interrogatoire et sur la consultation d'anesthésie, et également l'existence d'une pathologie prédisposante, comme par exemple le diabète ou une dénutrition. Il faut ensuite refaire avec le patient le déroulé de l'ALR. Y a-t-il eu une douleur lors de l'injection? Y a-t-il eu une paresthésie? Y a-t-il eu une sédation associée? L'ALR a-t-elle bien fonctionné? S'il y a eu un échec ou un échec partiel, comment cela a-t-il été géré? On s'aidera également du dossier d'anesthésie pour répondre à ces questions, où on pourra vérifier également la concentration de l'anesthésique locale utilisée. Bien évidemment, le type de chirurgie et son éventuelle difficulté, la pose d'un garrot et sa localisation éventuelle doivent également être recherchés. Ensuite, il faudra bien sûr préciser les symptômes. Troubles sensitifs, troubles moteurs et éventuellement des douleurs associées, en recherchant plus spécifiquement une douleur de type neuropathique, en utilisant une échelle adaptée comme le DN4. Il faut également préciser si les troubles sont apparus immédiatement après la LR ou s'il existe un intervalle libre et si l'apparition des symptômes a été brutale ou progressive. Le DN4 est un questionnaire validé pour le diagnostic de la douleur neuropathique. Il comprend 10 questions qui sont regroupées en 4 catégories. Le type de douleur, brûlure, froid douloureux, décharge électrique, les symptômes associés, fourmillement, picotement, engourdissement des mangeaisons, l'hypoesthésie, au tact ou à la piqûre, et l'augmentation de la douleur par le frottement. Chaque fois qu'une réponse est oui, on ajoute un point et un score total d'au moins 4 sur 10 oriente fortement le diagnostic vers une douleur de type neuropathique. Après l'interrogatoire, il faut réaliser ensuite l'examen clinique minutieux. Il faut caractériser la distribution des déficits sensitifs et moteurs et rechercher un syndrome radiculaire, plexique ou tronculaire. Un syndrome tronculaire suit la distribution d'un tronc nerveux et c'est ce syndrome qui sera le plus souvent retrouvé lors de lésions nerveuses associées à une ALR périphérique. Il faut garder à l'esprit l'existence de zones électives bien connues des anesthésistes lorsqu'ils testent l'efficacité d'un bloc. Un syndrome radiculaire est défini par une atteinte d'une racine nerveuse qui est possible après un bloc interscalénique par exemple et se systématise selon les dermatomes. Enfin, un syndrome plexique, qui est possible par exemple après un bloc supra- ou infraclaviculaire, a une distribution plus complexe. On peut également quantifier le déficit moteur, s'il existe, par un testing approprié. Un bon examen clinique doit être complet et bilatéral. L'examen des zones contralatérales apporte en effet une valeur de base indispensable à la comparaison. On examinera également le point de ponction à la recherche d'un éventuel hématome. La palpation ou la percussion du point de ponction ou de la zone suspecte de lésion nerveuse peut engendrer des douleurs ou des paresthésies dans sa zone d'innervation. Ce signe s'appelle le signe de Tinel et est très inconstant, mais quand il est présent, il est un argument fort pour la suspicion d'une lésion nerveuse au niveau de la zone percutée. Un autre point important de l'approche clinique est son cadre, la communication et le travail en équipe. En termes de communication, il est important de montrer son implication dans la gestion de la problématique afin qu'il ne se sente pas abandonné. Ensuite, bien que l'évolution soit souvent favorable, surtout s'il n'y a que des symptômes sensitifs, il est important de ne pas se prononcer à l'avance sur l'évolution, car elle peut être longue, c'est-à-dire sur des semaines, des mois ou jusqu'à 2 ans, longue et aléatoire. Il faut également éviter les conclusions hâtives qui rejettent d'emblée la faute sur quelqu'un d'autre et au contraire travailler de concert. Un troisième avis par un neurologue peut fournir un avis extérieur objectif et utile, mais ne doit pas donner l'impression qu'on ne veut pas s'occuper du patient.
Voilà, je vous ai présenté la première approche, l'approche clinique après complications qui survient après une ALR périphérique. À partir de là, il va falloir investiguer le problème avec des examens complémentaires. Merci de votre attention.